Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vidéo d'aujourd'hui va être vous parler de la partie de All for One que j'ai été maître de jeu, que vous pouvez voir sur ma chaîne, le lien est en bas, donc ça vous tente de voir ça. C'est une partie en anglais, c'est sûr que si vous êtes abonné, vous avez vu ça passer sur votre fil de nouveautés. Donc, c'est pour vous en parler en français. Évidemment, c'est en anglais. Donc, en gros, je vais vous donner mes impressions, je vais vous parler de cette partie-là. Je vais surtout commencer par faire un genre de résumé. Donc, si vous avez l'intention de regarder la partie puis de ne pas vous faire voler des punchs, arrêtez d'écouter la vidéo là, tout de suite, puis vous reviendrez quand vous aurez fini d'écouter la partie. Sinon, c'est ça. Je commence ça. Donc, All for One, un jeu où on incarne des mousquetaires qui se combattent des forces surnaturelles en France au 17e siècle. Donc, c'est ça, la table de joueurs, une table extraordinaire de joueurs. Sébastien Allard, non-inquisitor, qui fait Jean-Marie Ducroisé, un chasseur de monstres. Ivan Pogdwaite, de la chaîne Ivan Mike, 1968, qui fait Philippe Moreau, un intrépide jeune combattant. Puis Anthony Boyd, Runeslinger, qui fait Martin. Un énigmatique mousquetaire, un sombre et énigmatique mousquetaire au passé ténébreux. Donc, c'est ça. Ça, c'est les mousquetaires qu'il y a. Mon personnage, Alphonse, évidemment, je ne l'ai pas inclus directement dans la partie. Je voulais pas avoir nécessairement comme ce qu'on appelle un personnage de maître de jeu. Parce que, justement, ça brouille les cartes. Ceux qui font ça à la maison, là, méfiez-vous des personnages de maître de jeu. C'est comme les personnages qui font tout à la place des joueurs, là. Non, mais c'est ça. Je sais que je l'aurais pas fait. J'aurais joué mon personnage, mais bon, je voulais pas avoir ça entre les pattes. Donc, situation de départ, les mousquetaires sont appelés à monter la garde autour du Louvre durant un bal organisé par le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu en l'honneur d'un chancelier, celui de Suède. Eux autres, ils ont l'intention de signer éventuellement un traité avec ce chancelier-là, un traité historique, c'est en entente entre la Suède et la France. Ça a un lien qu'on va appeler éventuellement la guerre de 30 ans. Bon, c'était dans ces temps-là, il commençait à se voir. Fait que la mise en scène, c'est ça. Mais là, pour impressionner le chancelier, tous les mousquetaires sont là pour garder. Non seulement tous les mousquetaires, mais tous les gardes du cardinal. Et évidemment, ils ont ordre de bien se tenir et de travailler en équipe, malgré les différends qu'il peut y avoir entre les deux formations. Donc, c'est ça. Ça, c'est la situation de départ. OK? Mon personnage a réussi à se tailler une place dans le Louvre, tandis que tous les autres sont dehors. Voilà. Les choses étant placées, veut dire il y a beaucoup d'actions autour du Louvre, en dedans du Louvre. C'est une grosse fête. Puis, c'est ça. Donc, nos trois mousquetaires ont quelques discussions acides avec certains gardes du cardinal. Même que Martin croise un des invités du bal. En fait, c'est un cousin. Puis, vu que lui, dans son passé, il essaie un peu de fuir sa famille. C'est ça, ça a créé certaines situations. Mais les vraies situations, celles qui ont enclenché l'aventure, c'est un groupe de corbeaux qui se sont approchés du Louvre et commençaient à rentrer par une fenêtre qui venait d'être ouverte. Puis la fenêtre, ça donne que c'est celle de la chambre de la reine Anne. Donc là, ce qu'on a ici, c'est justement une situation un peu spéciale. Puis là, parmi tous les bruits de Paris et des gens qui parlent, les personnages croient entendre appeler à l'aide de cette fenêtre-là. Donc, leur reine est en danger. Il accourt l'aider. Philippe essaie de grimper le mur. Ça marche pas vraiment. Il pleuvait un peu. Fait que c'est sûr que ça aidait pas. Les autres, Martin et Jean-Marie, rentrent par une porte de côté. Des gardes du cardinal essayent de les empêcher. Mais, OK, ils ont essayé... Il y a quelques coups de poing qui ont été échangés, mais personne n'a été comme atteint. Puis, finalement, ils ont réussi à convaincre les gardes de se tasser. Puis, Philippe aussi a foncé à la suite de ses amis quand il a vu qu'il ne pouvait pas grimper le mur. Dans la chambre de la reine, c'est la cacophonie des corbeaux, un nombre un peu difficile à déterminer, en train de voler dans la chambre, de saccager tout, de jeter des objets par terre. La reine complètement affolée. Martin pousse la reine sur le lit, coupe les rideaux du baldaquin pour la protéger, tandis que les deux autres essayaient de tuer des corbeaux et de les faire fuir.
Mais éventuellement, les corbeaux, un peu par eux-mêmes, ont commencé à s'en aller parce qu'un d'entre eux avait dans son bec un objet. Donc, évidemment, très intriguant. Les corbeaux s'en vont. Ils vont voir la fenêtre et remarquent quelqu'un caché dans les buissons, tout vêtu de noir et le visage caché, attendait les corbeaux et le corbeau qui tenait l'objet a simplement laissé tomber l'objet dans la main du voleur qui est parti en courant. Donc, Philippe et Jean-Marie décident de partir à leur poursuite, tandis que Martin reste avec la reine pour la réconforter. Donc, la poursuite à travers les rues de Paris. Philippe court à pied. Il doit faire face à de nombreux passants qu'il doit éviter. Le cambrioleur essaie de pousser des objets dans son chemin. Philippe réussit à les éviter. À un certain moment, le cambrioleur essaie de grimper sur le toit d'une maison. Philippe fait de même et ils se rencontrent tous les deux sur un toit. La personne en question, le cambrioleur, a une arme, c'est un grand bâton. Donc Philippe et la personne vont se battre, puis c'est ça, mais ça n'a pas duré longtemps, un tour. La personne a essayé de faire tomber Philippe, mais Philippe, avec une riposte rapide, a réussi à tout simplement toucher la personne qui s'est mise à saigner, à être blessée, et elle s'est laissée tomber du toit pour tomber dans une charrette de foin. Jean-Marie, lui, pour arriver là, en fait, lui, il a, entre guillemets, emprunté un carrosse. Le carrosse du chancelier suédois, parce que c'était le plus beau. Fait qu'il a décidé d'embarquer dessus et de foncer à travers les rues de Paris pour aller rejoindre Philippe et courir après, évidemment, le cambrioleur. Il est arrivé justement au moment où le cambrioleur est tombé dans la charrette de foin, ça barrait le chemin. Donc, Philippe et Jean-Marie tentent de voir où est le voleur. Il n'est plus dans la charrette. Il est reparti avec son bâton. Là, il pouvait suivre les traces de sang. Ça n'a pas été très difficile. Ils ont fini par le retrouver, la personne, sur le pont Neuf, un pont de Paris qui n'est pas très loin. Fait que la personne, ne voulant pas se faire prendre, se jette dans l'eau de la rivière, la Seine. Jean-Marie et Philippe décident de suivre, ils sautent à leur tour, sauf que là, c'est ça, c'est pas facile à trouver. Mais en même temps, ça n'a pas été long parce que la personne, à bout de souffle, a réussi à se hisser sur une petite plateforme d'un des pylônes du pont pour s'étendre et se reposer parce qu'elle était à bout de souffle, elle était blessée. C'est ça. C'est bien fait le système Ubiquiti au niveau des blessures. Ça amène des situations. Fait que là, Philippe et Jean-Marie ont réussi à attraper la personne qui a volé, en fait, une petite rondelle en bois avec un point bleu dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Justement, Martin, avec la reine, réussit à réconforter la reine, malgré qu'il était très intimidé par elle. Évidemment, c'est sa reine, c'est sa première fois qu'il rencontre la reine en personne, face à face. Fait qu'il réussit à faire parler la reine, à lui demander, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la reine s'est bien aperçue qu'il manquait cet objet-là, c'est ça. Fait que là, elle lui raconte qu'une jeune Amérindienne est venue la visiter la semaine précédente, présentée par un capitaine d'un bateau qui arrivait de Nouvelle-France. Le jeune Amérindien lui présentait un cadeau, sirop d'érable. Mais en même temps, elle a mis dans la main de la reine un objet. Il l'a regardé très intensément en lui disant « C'est l'œil du Wendigo, tu dois cacher ça, c'est un secret. C'est toi la reine, tu dois cacher ça. » Bon, une petite rondelle en bois, bien innocente. La reine, vu l'intensité, en fait, de la jeune Amérindienne qui s'appelle Abécois, a décidé de cacher l'objet et de l'oublier. Et là, justement, elle se rappelle de cet objet-là et de cet événement-là, de cette visite-là. Donc, elle en fait part à Martin. C'était suffisant pour Martin, surtout que le cardinal de Richelieu lui-même est venu dans la chambre voir si tout allait bien et prendre un peu des nouvelles pour ces corbeaux-là. Le cardinal de Richelieu n'a pas trop fait de trouble. Donc, scène suivante. Les trois mousquetaires se retrouvent avec la personne qu'ils ont capturé, le cambrioleur. Une femme. Oui, c'est une femme qui n'ose pas dire mot. Elle se fait guérir par le laquais de Jean-Marie, Luciano. Mais c'est ça. Fait que là, il essaie de trouver une façon de la faire parler. Mais Martin est voué dans les arts magiques de façon secrète. Faut pas qu'il en parle trop, mais il est capable de faire des rites, des prières qui lui permettent d'ouvrir les esprits et de faire plein d'autres choses. Mais justement, il voulait ouvrir l'esprit de la dame qu'elle se dévoile. Il a commencé à faire une prière, aider de ses deux comparses qui détournaient l'attention de la dame parce que la dame était confortable face aux fameuses prières de Martin, probablement en sentant qu'il se passait quelque chose. Donc, ils finissent par avoir un aveu de la dame. La dame est une sœur, une nonne, une religieuse du couvent Saint-Georges. Elle s'appelle Sœur Blanche. Et la sœur Blanche, c'est ça, elle ne voulait pas s'attaquer à la reine. En fait, elle voulait l'objet pour le remettre à la mère supérieure, sa mère supérieure, la sœur Marie. Donc,
C'est tout ce qu'ils savent pour le moment, parce que M. de Tréville est venu, il a demandé un rapport, parce que là, lui, il n'était pas bien content de la situation, des corbeaux qui attaquent la reine, tout ça. Pendant qu'il se préparait à aller vers au couvent, ben Philippe, qui était dans la cour et qui était pas loin de l'endroit où se trouvait la prisonnière, ben justement, il a été attaqué par la prisonnière qui s'est échappée, elle a cassé un barreau de chaise, elle lui a cassé ça dans le visage, puis il est tombé assommé. Elle s'est sauvée. Malgré tout, les deux autres comparses sont venus rejoindre Philippe, décider d'aller au couvent Saint-Georges, voir qu'est-ce qui s'y passait. D'ailleurs, le laquais de Martin, le laquais qui s'appelle Claude, est un homme qui fourre son nez dans les affaires de tout le monde. C'est un peu un informateur en même temps. Puis il a vu mon personnage, Alphonse, partir avec une jolie dame et qui a laissé un message à son propre laquais, le laquais de mon personnage, Eugène. Puis un message qui, plus tôt dans la partie, je ne l'ai pas dit, mais qu'il a remis à Martin. C'est un message qui disait qu'elle allait avec une dame dans un couvent très spécial, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Sur le coup, il n'a pas fait de lien, mais il a relu le message, il s'est dit, oups, je pense que Brisqueur, mon personnage, Alphonse, il doit être là. Quelle coïncidence, mais c'est ça. Surtout que Claude trouvait, étrangement, que la dame qui accompagnait mon personnage n'était pas habillée comme une nonne, mais avait étrangement le même visage que la femme qu'on avait capturée, qui n'était pas habillée en nonne à ce moment-là, mais bon, c'est ça. Ce qui a pu, en fait, confirmer que c'était une sœur, c'est que justement, le fameux Claude a trouvé, caché dans un buisson, un habit de sœur, de religieuse. Donc, ça confirmait certaines choses. Rendu au couvent Saint-Georges, il essaie poliment de demander aux sœurs de voir la mère supérieure. Elles refusent, mais en fait, elles vont s'informer, mais pendant ce temps-là, Philippe essaie de pénétrer dans la place, crée tout un émoi auprès des religieuses qui le voient grimper, qui le voient dans les fenêtres. À travers tout ça, ils finissent par repérer, à travers une des fenêtres, probablement la fameuse petite Amérindienne qui est venue voir la reine à Bécois. Donc, Philippe décide d'aller la voir. Pendant ce temps-là, Jean-Marie et Martin, qui s'apprêtaient à peut-être rentrer de force dans le couvent parce qu'il n'y avait pas de réponse, se font finalement accueillir par Sœur Blanche, qui avait capturé plus tôt, et sa sœur jumelle, Sœur Odette. Donc, ça confirme que Alphonse a été amené là par une religieuse qui se faisait passer par une fausse religieuse ou vice-versa. On ne sait pas. Et les deux sœurs jumelles disent à nos mousquetaires, eh bien, on va vous aider à trouver Sœur Marie et nous aider à combattre le mal du Wendigo. C'est ça, l'œil du Wendigo, tu sais, commençait à craindre qu'il y avait peut-être un étrange Wendigo. Ils savaient pas trop c'était quoi, hein. Ça vient de la Nouvelle-France. C'est des nouveautés en France à cette époque-là. Donc, ils vont dans l'arrière-cour, un arrière-cour avec beaucoup de végétation. Ça fait un peu peur. C'est comme le jardinier n'est pas passé là depuis des années. Puis ils rentrent dans la place. Les deux sœurs les mènent là. En chemin, Martin trouve un chapeau, celui de Brisqueur, d'Alphonse. Là, ça les rend un peu nerveux. Ils se rendent à une clairière au milieu de ce parc-là, de cette arrière-cour-là. Il y a des corps à terre. Probablement des clochards qui ont été complètement vidés de leur intérieur, qui ont été mangés, en fait. C'est ça, il restait quelques restants. Il y avait des restants. C'était un peu épeurant. Et Alphonse, attaché à un arbre avec des vignes, de la végétation, présentement évanoui. Donc là, tu as Martin qui écoute les sœurs, puis tu sais, Jean-Marie, très nerveux, il est prêt à tirer son fusil sur les sœurs parce qu'il dit il fait pas confiance. Mais Martin va aller au bout de ça, puis il demande aux sœurs, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la créature, tout ça. Les sœurs disent, ben, mets la rondelle de bois du Wendigo au milieu de la clairière et elle va venir. Comme de fait, ils mettent la rondelle là, sauf qu'ils entendent un chant bizarre dans la nuit. Le Wendigo est en train de lancer un sort. La végétation se met à se mouvoir et s'attacher autour des cheveux de nos mousquetaires. Sauf Martin qui a réussi à s'en échapper à la dernière seconde. Et sauf les deux sœurs. Non, eux autres, ils n'ont pas été attaqués. Et là arrive une créature grande. Ça doit mesurer plus de 2 mètres. À la peau blanche. Tout étiré sur les os, les yeux creux. Une créature effrayante, probablement une femme. Puis c'est ça qui s'en vient. Fait que Martin, lui, décide d'attaquer la créature. Puis les sœurs, Odette et Sœur Blanche, ça confirme que c'était des traîtres parce qu'à ce moment-là, elles ramassent la rondelle de bois pour l'offrir
au Wendigo, parce que c'était bel et bien le Wendigo. Et apparemment, mère supérieure Marie, qui était cette créature. Bataille s'ensuit, il essaye de l'attaquer de toutes sortes de façons, le Wendigo. Ils ne réussissent à pas l'endommager. Philippe a essayé de libérer Alphonse, ça n'a pas marché, fait qu'il a embarqué dans la bataille. Ils ont réussi à se défaire de leurs liens végétaux. Mais c'est une bataille qui a été difficile parce que les sœurs, les deux religieuses, se battaient bien que leurs bâtons, ont assommé Philippe, ont fait du trouble à Jean-Marie, à Martin. Rien n'y faisait. Jusqu'à temps que Jean-Marie décide de sortir de sa botte une arme parce qu'il était très mal pris. Il a sorti une arme, il a sorti un couteau qu'il avait. C'est un couteau en argent. C'est ça. Puis là, il a dit, hey, je vais l'essayer sur le Wendigo. Il a lancé son couteau, puis le couteau a très bien rentré dans le Wendigo. Tout d'un coup, il y avait une arme qui faisait effet. Donc là, ils ont exploité ça. Fait avec un couteau et Martin qui avait un crucifix en argent, ils se sont mis à battre le Wendigo puis à s'en débarrasser. Les deux sœurs, une sœur blanche est tombée, elle n'est pas morte, mais elle était assez blessée pour tomber et être hors combat. Sœur Odette était un peu confuse, surtout quand le Wendigo est mort, elle savait plus c'était qui cette dévotion. Clairement troublée par probablement ce qui semble être la transformation de sa mère supérieure. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Wendigo est arrivé, il y avait comme un genre de bâton de chaman dans les mains, sur lequel il y avait une rondelle déjà avec un point bleu, puis il y avait de l'air d'avoir l'espace pour un autre. Fait que probablement que ce que le chaman voulait, c'était de mettre l'autre rondelle à cet endroit-là pour que le bâton acquiert certains pouvoirs. On ne le saura jamais, on ne s'est jamais rendu là parce que pendant le combat, ils ont désarmé le Wendigo. Le bâton, la rondelle s'est revolé quelque part dans le parc. Fait que ça, ce bout-là, c'était réglé, tu sais. OK. En fait, ce qu'ils ont su par après, petite enquête, Sœur Marie était en fait une genre de chasseuse de monstres, puis elle aimait aller en Nouvelle-France pour étudier les légendes et les créatures là-bas. Puis elle allait en Nouvelle-France, puis elle revenait. Elle a fait peut-être quelques fois ce voyage-là. Puis justement, sa dernier voyage, elle a rencontré un chaman qui était devenu un Wendigo, qu'elle a battu, mais le chaman a réussi à posséder Sœur Marie. Donc, sur son voyage de retour, Sœur Marie est repartie avec son bâton de chaman comme souvenir, mais pendant ce temps-là, elle s'est transformée en Wendigo avec le goût de manger. C'est un genre de monstre cannibale. Là. Puis c'est ça. Puis rendu à Paris, ben, elle est allée se réfugier dans son parc pour prendre des forces, prendre du pouvoir à mesure qu'elle mangeait des gens. Elle reprenait de plus en plus de pouvoir, pouvait faire de plus en plus de magie. Puis c'est ça. Puis là, quand elle s'est aperçue qu'elle avait perdu l'œil du Wendigo, ben, elle a comme su de fil en aiguille que ça l'était fait prendre par Abécois, qui était sur le même bateau. Donc, il avait fait le même voyage de la Nouvelle-France. En gros, c'est ça. OK? Vous pouvez voir en anglais, je vais faire... Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites par les autres joueurs, des genres de review. Avant cette partie-là, j'avoue que je voyais ça comme un défi, un gros défi, parce que c'est un nouveau système. C'était des excellents joueurs, donc je voulais vraiment servir de quoi à leur hauteur. Là, je voulais bien les servir. Je voulais essayer de faire de quoi qu'il y ait un buffet pour que tous les personnages aient un moment fort. Essayer de faire en sorte que Martin fasse de la magie, faire en sorte qu'il y ait de l'enquête pour que exploiter les talents de Jean-Marie, évidemment, du combat pour que Philippe descende tous ses ennemis en un tour, ce qui est tellement bon. Mais c'est ça, j'ai essayé de faire toutes sortes de choses. J'avais différents éléments, comme j'avais un agenda de ce que faisaient les méchants. Puis les joueurs, eux autres, ils décidaient ce qu'ils faisaient par rapport aux différents événements qui arrivaient et de la façon qu'ils les recevaient. Donc, je les mettais pas sur des rails, je les laissais mener leur enquête à leur façon. Il faut dire que souvent, les éléments, quand ils arrivaient, menaient de façon pratiquement évidente vers d'autres résultats. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça, j'avais une certaine anxiété. C'est une bonne table, c'est un nouveau système. Bon, puis tu sais, c'est pas rien que ça d'essayer d'être original, essayer d'amener de quoi de nouveau, essayer d'être surprenant, tout en respectant mes goûts. J'ai fait j'aime avoir les petits aspects historiques, sans que ça pèse trop fort sur les personnages. Juste savoir que ça soit là, que ça amène cette couleur-là. J'avais vraiment cette... c'est ça. J'avais des craintes surtout au niveau du système. Est-ce que ça allait bien aller? Ben, pendant la partie, ça a super bien été. J'avoue que j'ai un petit sentiment mêlé par rapport à cette partie-là. En perspective. Je suis extrêmement satisfait de la partie. Plusieurs points.
le système, finalement, ça a bien été. Vraiment, Ubiquity, je tripe. C'est un excellent système de jeu. Bon genre de système, comme j'aime si bien dire, ou n'importe quel système. Mais lui, tu sais, c'est très efficace. La façon que les combats, ça marche, tout ça. Peut-être un petit reproche au niveau des combats. Tu sais, des fois, le KPP, tu aurais aimé ça faire plus d'échanges. Mais tu sais, comme tu prends un gars comme Philippe qui lance des dés en fou quand il attaque. Tu sais, un round, il terrasse n'importe quel ennemi. Ça, c'est peut-être un petit reproche que je fais à ce jeu-là. Tu sais, je peux comprendre un coup de fusil, tu sais, bang, t'es à terre, ça, j'ai pas de misère à le concevoir. Mais, tu sais, avoir un petit échange, là, ting, 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 tu sais, on l'a pas vécu tant que ça depuis que je joue à ça. C'est le seul reproche, parce que le reste, c'est sa coche. Niveau de mon aventure, j'ai pas senti de stress. Des fois, tu sais, j'ai le stress parce que je me dis, tu sais, comme l'affaire principale, le punch ultime, je vais avoir de la misère à le passer puis de bien le passer. Tu sais, je finis toujours par passer mes affaires, mais il y a toujours comme un stress, comme pour précipiter les choses. Je me suis pas senti précipité. Il y a des éléments que j'ai pas pu passer. Ah oui, j'en avais du stock dans mon aventure, là, je veux dire. Puis je le savais, j'en avais trop. Fait que, tu sais, c'était assez ouvert pour dire, ben, tu sais, tel élément. Tu sais, dans le fond, si les joueurs se mettaient dans le chemin de certains éléments, ils allaient les rencontrer. Il n'y avait pas tant que ça de plus. J'avoue que, tu sais, les principaux acteurs de mon affaire, tu sais, ils étaient tous là. Tout était là, tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, l'implication des joueurs. C'est tellement une belle table de joueurs que, tu sais, j'ai rien à redire, là, vraiment. Tu sais, je veux dire, je suis choyé de jouer avec ces gars-là. Tu sais, l'interaction est à son comble. Je veux dire, on est vraiment une belle équipe, tu sais, de rôlistes ensemble autour d'une table. Vraiment, vraiment, il y a de l'implication. Ils mettent de eux-mêmes, tout au bénéfice du résultat, de l'histoire, tu sais, de quelle façon ça va se passer. Vraiment, c'est ça. J'ai peut-être un sentiment mêlé, malgré que j'ai eu des très beaux commentaires par vidéo. Les trois ont déjà fait leur vidéo. Écoute, j'ai eu des super beaux commentaires. C'est sûr que moi, tu sais, l'ambiance était différente au niveau du jeu. Puis, tu sais, il n'y avait pas l'espèce d'euphorie après. Tu sais, les deux autres premières parties, l'euphorie, c'était immédiat. Là. Surtout qu'on a débarqué de YouTube, qu'on se parlait plus. Vous savez, 5 minutes après, on s'envoyait des jokes sur Facebook, puis ça a duré pendant 4 jours. Là, tu sais. Là, ça a comme été long, là. Ça a pris un jour. J'étais inquiète à un moment donné. J'ai dit, j'étais-tu si mauvais que ça? Moi, pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait une bonne game, mais tu sais, c'est différent. Qu'est-ce qui aurait pu être différent? Peut-être s'il y en a qui voient la game qui me le disent, là. Mais, tu sais, bon, premièrement, la dynamique des joueurs était différente, tu sais. Moi, mon personnage, c'est pas mal un fanfaron. OK? C'est pas mal un gros fanfaron. Tu sais, c'est un... Ça s'appelle un comic relief, hein? Tu sais, j'allège beaucoup les scènes parce que j'ai trop des commentaires sarcastiques, tout ça. Tandis que là, j'avais dans le trio vraiment une paire de personnages sérieux. T'sais, Jean-Marie et Martin, c'est deux sérieux. Ils ont leur moment, ils ont leur ligne hilarante. Mais tu sais, à la base, ce sont des personnages sérieux. Fait que c'est sûr que ça change, ça assombrit un peu l'ambiance. Mais je trouve que ça allait quand même tellement bien au style de All for One, tu sais, l'aspect horreur. Ben, l'autre affaire, l'autre facteur, c'est sûr, là, c'est pas le même maître de jeu, c'est moi. Tu sais, j'ai un style à moi qui est différent d'Anthony, qui est différent de Sébastien, puis j'ai hâte de voir Ivan. Ivan, c'est la première fois que je vais jouer avec lui. Sébastien, j'avais déjà joué avec lui. Anthony, c'est la première fois, mais c'est ça, tu sais. Donc, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on fait pas de session zéro, puis tu sais, on fait ça une fois, c'est comme des one-shot. Fait que, tu sais, on se fait imposer le style du maître sans trop savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mais c'est correct. Je veux dire, on a très confiance entre nous. On a confiance en nos capacités. Fait que jusque-là, ça va. Mais c'est sûr, c'est ça. C'est sûr que moi, mon style, j'envoie des affaires. J'aime ça quand ça roule, mais des fois, c'est ça, je veux comme trop satisfaire tout le monde. Fait que j'inclus bien des éléments. Puis c'est ça. Puis la barrière du langage aussi, là. C'est sûr que, tu sais, l'anglais, c'est pas ma langue de base. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça, c'est une petite barrière, comme au niveau de la fluidité de la game, tu sais, comme un moment donné, tu sais, vous savez qu'il manque des mots. C'est que des fois, il y a des mots évidents qui me venaient pas. Je me souvenais plus comment ça s'appelait, griffe, tu sais, j'ai demandé. Clas, ben oui, c'est sûr, c'est des clas. Tu sais, je le sais que c'est des clas, mais je le savais pas à ce moment-là. Ou à un moment donné, Ivan me dit de quoi de super évident, puis sérieux, j'ai fixé l'écran, je me souviens pas à quel moment, puis je dis, je sais pas quoi répondre à ça, Ivan.
pense qu'il va falloir que tu répètes. Puis, mais tu sais, ça a comme ralenti la game, tu sais. Mais tu sais, c'est des petits moments de même, la barrière du langage, tout ça. La fatigue, j'ai senti les joueurs plus fatigués. Et la dernière affaire que je peux soupçonner, mettons, pour la dynamique, c'est la troisième game. Peut-être que l'attrait du nouveau, c'est plus tout à fait là. Tu sais, il y a comme l'attrait, tu sais, c'est ça, la fameuse attrait du nouveau. Tu sais, quand là, les deux premières games, on est super enthousiaste, c'est nouveau, c'est la nouvelle bébelle. Là, c'est la troisième game, il y a comme d'habitude qui s'installe. C'est quelque chose de naturel. Fait que, tu sais, moi, je suis comme tombé peut-être dans une descente de vague par rapport à l'enthousiasme. Mais c'est ça. Écoute, c'est des suppositions de maître de jeu, c'est des questions qu'on se pose toutes à un moment donné ou un autre. Parce que, tu sais, je pense pas que ma game ait mal été. Tu sais, au contraire, c'est ça, c'est dans mes parties. Tu sais, je peux considérer ça comme une partie que, tu sais, moi, en tant que maître de jeu, j'étais en contrôle. J'étais vraiment en contrôle. Tu sais, c'est pareil qu'en musique. Hein. Si j'arrive sur une scène et je me sens en contrôle, j'ai l'impression que j'ai fait un bon spectacle. Tu sais. Mais c'est vrai qu'en musique, si je fais un parallèle, j'ai déjà arrivé de faire des spectacles que c'était hyper sacoche, puis tu sais, j'étais dedans, je tripais, ouais, tu sais, je donnais un bon show, puis que le public réagissait pas vraiment, tu sais. Puis il y a des fois que j'étais poche, puis le monde, il capotait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, ça s'explique pas, ces affaires-là. Je crois pas que les joueurs ont pas aimé la game. C'est juste que c'est ça, tu sais, des fois, je m'attendais à... Tu sais, les deux dernières games, je m'attendais, tu sais, ça décollait tout de suite, les blagues, puis les commentaires, puis les tapes dans le dos, puis ça. Puis là, moi, ça a comme pris un jour là, avant que, tu sais, j'ai carrément des nouvelles des gars, là. C'était comme... écoute, tu sais, j'étais inquiète, sérieux, j'étais vraiment inquiète. J'étais vraiment inquiète, mais tu sais, c'est ça. Bref, all for one, tous pour un. Ça a été assez long, mais il fallait que je vous dise tout ça. Prochaine partie, Ivan. Prochaine partie, Ivan qui va nous faire ça. J'ai bien hâte de voir ça. Ça se peut que j'en fasse une individuelle avec Anthony Runslinger, parce qu'il nous a proposé de faire des individuels entre les aventures. Il en a fait une avec Sébastien, après qu'il ait été maître de jeu. Donc, je sais pas s'il va en faire une avec moi. C'est une question d'horaire. Hein. Il habite en Corée quand même. Là, lui, il vit 14 heures dans le futur. Hein. Vous allez suivre ça sur ma chaîne. Écoutez, dites vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Partagez vos belles parties. Partagez vos expériences. C'est tout là pour ça. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.